Connectez-vous, mettez-vous en ligne, on va se laisser. J'espère que vous allez très bien. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Voilà, mettez-vous en ligne, on va se laisser. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, partagez le direct. Partagez le direct dans les groupes. Hein? Partagez ça dans les groupes. Sur vos murs. Taguez vos amis et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur DJ Complet. Abonnez-vous massivement. On va quitter ici. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On va quitter ici. Alors, c'est pas une vidéo qui va durer. C'est une petite vidéo de courte durée. Voilà, de courte durée. Et on va aller droit au but. On va aller brièvement toucher le sujet en question. Alors bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit et padrino camarides ou la mondiale. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour traiter le sujet de l'Ukraine. Voilà, sans trop tarder, sans trop durer aussi sur le direct. Alors, il y a eu une interview du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a demandé officiellement aux Américains, je dis bien qui a fait une demande officielle aux Américains d'envoyer leurs fils et filles pour aider les Ukrainiens à repousser les Russes, à chasser la Russie du territoire ukrainien. Sur cette base, je pense que Zelensky a raison sur tous les plans. Oui, il a raison. Et je vais argumenter ma position. Je vais justifier ma position. Le fait de dire chasser les Russes du territoire ukrainien, ça, je ne suis pas d'accord. Mais le fait de demander aux Américains d'envoyer leurs filles et fils en Ukraine pour combattre la Russie, je suis parfaitement d'accord. Pourquoi je suis d'accord? Parce que Zelensky, où il est là, si c'était, si l'affaire tenait qu'à lui seulement, il y a longtemps, il aurait déjà trouvé un compromis entre la Russie et l'Ukraine. Et d'ailleurs, au début des hostilités, dans le mois de mars 2022, Zelensky était en train de négocier avec les Russes. Lorsque les Russes étaient à la porte de la capitale ukrainienne appelée Kiev, il négociait et il avait déjà même trouvé un compromis. La partie ukrainienne était d'accord et la partie russe était d'accord du fait que l'Ukraine devrait être un État neutre, indépendant, qui n'allait pas adhérer au sein de l'OTAN et au sein de l'UE, qui n'allait plus être une menace pour la Russie. L'Ukraine était d'accord et laisser les deux républiques, Donetsk et Lugansk, être indépendantes, mais tout en étant au sein de l'État ukrainien. Ils étaient déjà d'accord et que la Crimée allait avoir une statut particulière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les anglo-saxons qui sont venus mettre coup de pied dans les négociations et les accords qui avaient été trouvés entre Russie et Ukraine. Boris Johnson, en ce temps, il était encore Premier ministre de l'Angleterre. Il n'a pas hésité. Il s'est empressé de mettre pied à Kiev pour mettre en garde Volodymyr Zelensky pour dire si jamais il acceptait cet accord, alors sa vie allait être menacée et que eux, les anglo-saxons, ils n'allaient jamais accepter un tel compromis entre l'Ukraine et la Russie. Et que ce sont eux qui décidaient et qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Ils étaient prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils sont prêts à faire la guerre à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, ce sont eux qui ont manipulé le président ukrainien. Ce sont eux qui ont poussé le président ukrainien en pensant que l'Ukraine allait gagner, en pensant que le camp occidental allait gagner parce qu'ils ont sous-estimé le potentiel militaire russe. Ils ont sous-estimé l'économie russe qui est une économie très très résiliente. Ils ont sous-estimé tout ça. Ils se sont dit qu'ils pouvaient non seulement mettre
l'économie russe en déroute, c'est-à-dire détruire l'économie russe sur toutes ses formes. Ils allaient isoler la Russie pour que la Russie devienne un État paria, c'est-à-dire un État qui n'allait même plus avoir d'amis, qui n'allait même plus avoir la capacité de coopérer avec le reste du monde. Donc, isoler la Russie. Ils ont échoué sur ce plan. Sur le plan économique, ils ont échoué. Et ils se sont dit, en sanctionnant la Russie allait avoir du mal à produire des missiles, des armes, de nouvelles armes et tout. Donc, sur ce plan, ils ont échoué. Ils se sont dit, bon, la population russe allait se révolter contre Poutine et que le peuple russe n'allait pas suivre la guerre au nom des sanctions occidentales et tout. Et que Poutine allait tomber. Le pouvoir de Poutine allait tomber et que Poutine était malade. Il avait un cancer aigu et tout. Mais leurs pronostics se sont avérés, hein, se sont avérés, comment je dirais, je ne peux pas dire négatif, se sont avérés faux. On peut dire faux parce que cela ne s'est pas réalisé. Et donc, ils se sont pris eux-mêmes dans leur propre piège qu'ils avaient tendu à la Russie. Ils voient que sur le terrain militaire, la Russie n'avait pas préparé cette histoire de contre-offensive ukrainienne. Elle avait minimisé et donc elle avait préparé au moins 150 000 soldats dès le début des opérations spéciales. Et donc, suite à ça, il y avait d'autres soldats qui avaient perdu, qui étaient blessés, d'autres étaient morts. Maintenant, le terrain, le champ de bataille était très long. C'est-à-dire la ligne, le front était un front qui était très large. Et donc, du coup, les Ukrainiens ont lancé une mobilisation générale. Et même, ils ont créé un bataillon international où les ministres de tous les pays européens et les pays amis européens se sont intégrés. Ce qui avait permis à l'Ukraine d'avoir des milliers de soldats. Entre 500 000 et 1 million de soldats. Eux-mêmes, ils ont vanté ça. Ils ont dit qu'ils avaient maintenant 1 million de soldats. Face à 150 000 soldats en face. 150 000 Russes en face. Et parmi eux, il y avait déjà quelques morts et quelques blessés. Alors, ça a surpris la Russie. Ça fait que la Russie a perdu du terrain. Et malgré le nombre inférieur de soldats que la Russie avait sur le terrain, elle a réussi à stabiliser le front. Donc, elle n'a pas perdu tout le territoire qu'elle avait conquis. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand les Russes ont vu ça, ils ont dit, ah donc c'est sérieux, parce que les Occidentaux se sont mis à fond. Ils ont envoyé des mercenaires et donc des armes de toutes sortes. Donc, les Russes ont compris que non, c'était sérieux. C'est ainsi qu'ils ont fait la mobilisation génétique, la mobilisation partielle de 300 000 militaires. Depuis qu'ils ont fait la mobilisation de 300 000 militaires, les Russes, c'est eux qui ont la manœuvre en main. C'est eux qui mènent la danse depuis décembre 2022. Nous sommes en mars 2023. Ce sont les Russes qui mènent la danse. Et comme ils ont compris que la première fois, ils étaient en manque de soldats, parce qu'ils n'avaient pas pris les soldats de l'armée régulière russe, parce que la Russie avait beaucoup de soldats. Qu'est-ce que les Russes font? En dehors des 300 000 mobilisés, les Russes ont mobilisé d'autres soldats officieusement pour les garder. Donc, eux tous, ils ne sont pas sur le front. Ceux qui sont sur le front, c'est une partie. Maintenant, il y a d'autres parties qui est en réserve. Il y a une autre partie qui est en réserve et une partie sur le front. Et cette partie qui est sur le front mène la danse. Depuis décembre, nous sommes en mars. Les Ukrainiens ont du mal à stabiliser le front. Et les Russes grignotent du terrain. L'OTAN a beau gesticuler, a beau crier sur tous les toits, mais l'OTAN ne peut plus rien faire. Parce que sur le plan militaire terrestre, l'OTAN a atteint le summum, a atteint le plafond de sa puissance sur le plan terrestre. En Europe ici,
tous les pays membres de l'UE, ils ont déjà donné tout ce qu'ils avaient, comme chars de guerre, comme artillerie et tout. Ils ont déjà tout donné. Maintenant, à moins que le peu qui leur reste, s'ils donnent tout, ça veut dire eux-mêmes, ils se désarment totalement. Donc, l'emprise qu'ils avaient sur certains États africains et du Golfe, ils risquent de voir ces États être libres. Si Emmanuel Macron a tenu un discours pour dire qu'il va réduire la présence militaire française dans les pays africains, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont commencé à se désarmer. Donc en réduisant la présence militaire française dans les autres pays, dans les pays africains, c'est une manière de récupérer les matériels qu'ils avaient envoyés en Afrique pour transporter ça du côté ukrainien. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'eux-mêmes, ils manquent d'assez de trucs d'armes sur le plan militaire terrestre. Donc, ils ont besoin de trucs. Il n'y a que l'Amérique seule qui possède des chars en grand nombre, en grande quantité. Mais les Américains ne sont pas bêtes. Ils ne peuvent pas s'azarder à donner tout ce qu'ils ont en ce moment qui leur permet de garantir aussi leur sécurité chez eux. Ils ne peuvent pas tout donner aux Ukrainiens. Et donc, les Occidentaux se sont vus désarmés. Le dernier char qui restait, c'était le Léopard 2, Léopard 1. En dehors de ça, là, ils ont quoi? Le char Leclerc français, là, il y a combien d'exemplaires? S'il y a trop de chars Leclerc français, il y a 200 chars au sein de l'armée française. Donc, ce n'est pas 200 chars, ce ne sont pas 200 chars qui vont aller changer le cours de la guerre en Ukraine. Et si la France donne ces 200 chars, elle n'a plus de chars. La France se désarme totalement. Et donc, les pays, l'OTAN est devant une situation qui est compliquée. L'OTAN se trouve devant une situation compliquée. La Russie n'est pas encore en économie de guerre. De la manière les gens vous font croire, ils sont en économie de guerre. Non. La Russie n'est même pas encore passée en économie de guerre. C'est du mensonge. La preuve en est que non seulement ils produisent des armes en quantité illimitée. Poutine a dit qu'ils vont produire des armes en quantité illimitée. Mais en même temps, ils lancent d'autres travaux au sein de la Russie. La construction des routes. Et il a même créé certains trucs, voies de métro. Il a lancé d'autres nouvelles lignes de métro en Russie. Ils sont là créer un ordinateur typiquement russe qui va utiliser des logiciels russes sans utiliser des systèmes Google ou quoi là, des trucs, voilà, les systèmes occidentaux, ils ne vont pas utiliser ça. Et au nom des cyberattaques, les Russes sont là créer leur propre ordinateur qu'ils vont mettre à la disposition des sociétés russes, les sociétés, les grandes entreprises, pour que ces grandes entreprises utilisent ces ordinateurs et le réseau Internet russe pour éviter les cyberattaques de l'extérieur. Maintenant, la population elle-même peut utiliser l'Internet international. Mais l'Internet national sera utilisé par les grandes entreprises et les ordinateurs nationaux. Parce que Rosatom, c'est-à-dire la grande entreprise de l'énergie russe qui s'occupe de tout ce qui est nucléaire et tout, on appelle ça Rosatom, est en train de fabriquer un ordinateur. Ils sont là testés déjà, ils ont déjà fabriqué le prototype, ils sont là testés. Dès lors qu'ils verront que tout est bien, ils vont lancer la production en quantité. Donc voilà un peu là où nous sommes. Donc la Russie n'est pas en économie de guerre. Donc les Occidentaux, ils voient que sur le terrain, ça ne va plus. Les Ukrainiens, ils perdent espoir. Parce qu'il y a déjà des chars Léopard 2 qui sont déjà sur le front. Hein. Mais ça ne change rien. Maintenant, tous les pays européens qui avaient promis à l'Ukraine, on va vous donner tel nombre de chars, on va vous donner tant. Maintenant, ils ont signé. L'Ukraine était content. Mais l'heure des dons est arrivée. Chaque pays qui avait promis d'amour et merveille, il commence à reculer. Chacun regarde maintenant son stock. Ah, si je donne ça là, il va me rester quoi? Chacun se pose des questions. Si je donne ça, il va me rester quoi? Parce que dans leur stock, ils regardent, il y a les appareils qui sont là-bas, beaucoup sont en panne. Et le peu qui n'est pas en panne, il se dit, s'ils donnent ça à l'Ukraine, il va leur rester quoi?
ils ont des problèmes de pièces de rechange et tout. Donc, du coup, ça ne va plus. C'est Joseph Borrell, hein, le diplomate de la commission électorale, la commission européenne plutôt, qui maintenant écrit les pays membres de l'OTAN pour dire, mais hein, unissons-nous, nous allons décaisser au moins 1 milliard d'euros pour rassembler tous les pays à pouvoir produire des armes, des obus pour l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est en manque de trucs d'obus. Même les Américains, eux, ils ne peuvent plus suivre la cadence. Les États-Unis ont dit quoi? Hier, ils ont fait comprendre à Kiev que non, les armes qu'on va vous maintenant fournir, vous devez les payer. On ne peut plus vous donner les armes gratuitement. Donc, vous comprenez que Zelensky, maintenant, il voit que, ah, là où ça va, là, il dit, les Américains disent, si on veut vous donner maintenant les armes, vous devez les payer. On ne peut plus vous donner gratuitement les armes. Jusqu'à présent, on vous a donné gratuitement, mais sur le champ de bataille, on voit que ça ne change pas du tout. Les Russes continuent de grignoter. Et donc, si vous voulez hein, qu'on vous aide, mais payez. Donc, du coup, ils sont dans un dilemme, ils sont entre deux feux, ils ne savent plus quoi faire. Pendant qu'on leur demande de payer maintenant les armes qu'ils vont leur donner, les Américains refusent que les Ukrainiens négocient avec les Russes. Donc c'est une manière de les surendetter. Parce que tant que ça dure, ils vont dire, bon, on va vous livrer des armes de trucs 1 milliard, 400 milliards, ou bien 50 milliards, ou bien 100 milliards. Mais tout ça, ils vont rembourser. Est-ce que vous comprenez? Donc, voyant l'urgence de la situation, Zelensky, il fait une vidéo, il dit les Américains n'ont qu'à envoyer le peuple américain, les fils et filles américains, pour lutter contre la Russie. Parce que lui, il se bat contre la Russie au nom de la protection occidentale et américaine. Et il se bat pour l'hégémonie américaine. Voilà ce qu'il tient comme discours. Que si jamais l'Ukraine perd, l'Amérique va perdre son influence sur le monde. Et les autres États ne vont plus avoir peur de l'Amérique. Donc lui, il se bat pour l'hégémonie américaine. Il se bat pour la protection européenne. Donc, et les Européens eux-mêmes, ils le disent. Qu'est-ce qu'ils disent sur les plateaux? Ils disent non. La guerre est à notre porte. La Russie nous menace. L'Europe est en guerre. La Russie nous a déclaré la guerre. Et donc, nous devons aider les Ukrainiens pour protéger l'Europe. Donc, si vous pensez que c'est l'Europe pour vous protéger en Ukraine, allez-y, amenez des soldats. Donc, les Ukrainiens commencent à comprendre que ce qu'ils font là, la guerre qu'ils font face aux Russes, ça ne leur profite pas, mais ça profite aux Occidentaux, ça profite aux Américains. Et c'est eux qui perdent leur vie. C'est leur pays qui est détruit. Donc, du coup, ils demandent maintenant aux Européens, vous dites que on se bat pour vous. Mais amenez maintenant vos enfants, amenez vos fils pour qu'ils puissent aussi mourir sur le terrain et chasser les Russes. Parce que de la manière, Zelensky dit, de la manière l'Ukraine livre ses enfants, ses fils et filles pour défendre l'Europe et l'Amérique. Il veut aussi que les Européens envoient aussi leurs enfants, leurs filles et fils pour qu'ensemble ils puissent défendre l'Ukraine pour protéger l'Europe et l'Amérique. Donc vous comprenez, petit à petit, on avance. Et puisque Zelensky, il ne parle pas de lui-même, c'est quelqu'un qui parle, hein, qui dit ce qu'on lui demande de dire. C'est-à-dire, on lui fait une dictée préparée, il fait boileau à la maison et quand il vient devant les écrans, il récite ce qu'on lui a dit de réciter. Et donc, pour moi, je me pose des questions. Est-ce que ce n'est pas une stratégie européenne ou américaine utilisée pour dire, ah, le président ukrainien a demandé officiellement l'aide des Occidentaux pour qu'il y ait une intervention militaire terrestre. Parce que la situation sur le terrain, ils voient que non, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Et qu'ils avaient sous-estimé la Russie. Avec tous les milliards qu'ils ont donnés, tous les dollars qu'ils ont donnés, toutes les armes qu'ils ont données, ça ne change rien. Et que les Russes avancent. Les mercenaires qu'ils envoient là-bas,
ils n'arrivent pas à arrêter la progression russe. Il y a urgence. L'armée ukrainienne est décadente. L'Ukraine a perdu des milliers de soldats. Même pour faire... Ils ont lancé une mobilisation en Ukraine, mais pour avoir des personnes pour aller au front, c'est très difficile pour les Ukrainiens. Ils sont obligés de forcer les gens. Tu sors, tu t'en vas acheter ton pain, ils t'attrapent dans la rue, on dit va au front. Tu luttes, ils t'attrapent, ils te mettent dans leur camionnette, tu vas aller au front. Ils sont obligés de prendre les enfants de 14 ans pour les amener au front. Vous imaginez? Donc, c'est-à-dire, il manque maintenant de soldats. La plupart des soldats ukrainiens, les soldats ukrainiens ont été blessés. D'autres tués, d'autres faits prisonniers. Non, ils sont dans l'incapacité de manœuvrer. Ce sont les Polonais, les Allemands et les pays baltes, les autres pays baltes qui donnent un coup de main aux soldats ukrainiens. Sinon, si on disait que les Ukrainiens seuls, non, il y a longtemps, il n'y avait plus de trucs. Ceux qui combattent là-bas, ce sont les Polonais qui vont là-bas massivement. Les Américains aussi, ils sont là-bas, les Anglais, les Français et tout, qui combattent auprès de Kiev. Mais malgré cela, ça ne suffit pas. Les Russes progressent. Et donc, pour eux, puisque l'Ukraine perd assez de soldats et les mercenaires européens qui meurent, et à Bakhmut, il y a plein de soldats ukrainiens et des mercenaires occidentaux qui sont presque encerclés. Il leur reste une voie de sortie. Mais Zelensky dit, il ne faut pas. Ils vont céder la ville. Ils n'ont qu'à défendre la ville. Là encore, il y a problème. Les Ukrainiens commencent à crier que Zelensky est en train de liquider le peuple ukrainien parce que lui-même il dit que Bakhmut n'est pas une ville stratégique, mais ils ne peuvent pas laisser cette ville dans la main des Russes. Mais en même temps, il veut préparer une contre-offensive. Mais tu ne peux pas préparer une contre-offensive si Bakhmut est tenu par des militaires aguerris. Et ces militaires sont détruits chaque jour. Tu es obligé d'envoyer renfort à Bakhmut. Donc, c'est-à-dire ta réserve que tu avais, qui allait se préparer pour lancer des contre-offensives dans d'autres parties du Donbass, tu les diminues, ou bien tu diminues cette réserve pour l'amener à Bakhmut. Et les matériels de guerre que l'OTAN te donne, les pays occidentaux te donnent pour préparer la contre-offensive, tu prends une partie de ces matériels pour amener ça à Bakhmut parce que pour toi, Bakhmut ne doit pas tomber. Et donc, du coup, à Bakhmut, d'après les informations, l'Ukraine perd et les mercenaires au moins 600 à 800 personnes par jour. Et que la durée d'une vie d'un soldat ukrainien ou mercenaire, c'est 24 heures. Il ne dépasse pas les 24 heures. Et puis, il est maté. Et même, il crie pour dire c'est l'enfer. D'autres, même quand on veut les amener à Bakhmut, ils refusent. Tellement le pilonnage des trucs de l'artillerie russe fait l'effet. Ça bombarde partout. Et même, ils ne savent plus où se cacher. Zelensky dit qu'ils n'ont qu'à tenir forcément. Donc, les gens commencent à crier. Mais Zelensky, qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu vas préparer ta contre-offensive? Parce que ta réserve de soldats, tu es en train de les faire massacrer à Bakhmut. Parce que chaque jour, il envoie des renforts. Il envoie des renforts en Bakhmut. Ceux même qui ils ont pris, la mobilisation qu'ils font, ils n'ont même pas encore fini de former ces gens-là et puis ils les envoient au front. Tellement c'est chaud, ils ne veulent même pas que le front s'effondre. Maintenant, apparemment, d'après les informations, il y aurait au moins plusieurs militaires à Bakhmut. D'autres ont dit 2500, d'autres ont dit 25 000 militaires à Bakhmut qui sont en train d'être encerclés. Donc il y a urgence. Zelensky doit prendre une décision vite fait avant que la dernière voie de sortie ne soit prise par Wagner parce qu'ils sont à 300 mètres de cette dernière voie qui permet aux troupes ukrainiennes de rentrer à Bakhmut et de ressortir. Et donc le dernier village qui
Parce qu'il y a un village. Il y a une ville qu'on appelle Babia. Et puis il y a un village qui est là. Et la grande voie passe entre Babia et le village. Donc c'est ça là. Le village qui sépare la grande voie avec Babia, ce village est en train d'être attaqué en ce moment où je vous parle par Wagner. Donc ils veulent prendre le contrôle du village depuis hier. Ils ont lancé une attaque sur ce village. Ils veulent prendre cette voie pour couper définitivement truc au Bakhmout, pour empêcher tous les militaires ukrainiens qui se trouvent à Bakhmout de sortir, pour empêcher truc, des renforts. Donc du coup, Zelensky doit trouver une solution le plus tôt possible s'il veut sauver tous ces soldats et les mercenaires qui sont à Bakhmout. Parce que d'ici 3 jours, s'il ne prend pas une décision maintenant, d'ici 3 jours, c'est fini pour Bakhmout. Personne ne peut encore sortir. Personne ne peut rentrer. Ça sera comme pour Mariupol. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend comme truc. Mais quand tu sais que tes soldats sont en danger et qu'il n'y a plus d'issue, tu vois qu'ils risquent d'être encerclés. Et toi, tu veux préparer une contre-offensive. Mais tes soldats aguerris, tu leur dis de replier. Tu leur dis de replier pour tenir un autre front et préparer une contre-offensive. Mais tu veux les laisser là-bas, ils vont les enfermer. Et les voir être neutralisés totalement. Se faire prisonnier ou bien se faire abattre. Quel est ce dirigeant? Donc voilà un peu le problème. Est-ce que l'Europe doit envoyer une force terrestre? Question, puisque les Européens ont dit à plusieurs reprises, la Russie ne doit ni gagner, non, ne doit ni, quoi là, d'après Emmanuel Macron, la Russie ne doit ni gagner, ni quoi là, et que l'Ukraine doit battre la Russie sur le plan du truc de bataille. Et que les Européens soutiendront l'Ukraine jusqu'au bout. Mais ils voient que l'armée ukrainienne est en train de se fondre. Et que tout ce qu'ils dépensent, il y a l'inflation qui s'abat sur nous, ça ne va plus du tout. Eux, ils poussent Zelensky à négocier. Zelensky dit non. Ils sont entre deux feux. Les Européens, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Maintenant, parce que je vais faire le parallèle entre l'Iran et l'Ukraine. Donc, l'Europe est confrontée à deux situations. Soit elle prend une décision immédiatement, trouver un consensus avec la Russie pour mettre fin aux opérations spéciales russes qui se passent en Ukraine et s'en va s'occuper de l'Iran. Ou soit l'Europe, à cause de la russophobie, la haine qu'elle a vis-à-vis de la Russie, elle continue sur son chemin et l'Iran fabrique sa bombe atomique. Puisque ce qui se passe entre l'Europe et la Russie sur le territoire ukrainien, cela arrange les Iraniens. Pendant qu'ils sont concentrés, les Iraniens, eux, ils accélèrent la cadence de la production de trucs de l'arme atomique. D'après Grossi, c'est-à-dire le président de l'agence atomique, l'AEA, il dit, ces experts ont fait des découvertes. On fait une découverte plutôt, qui dit que l'Iran a déjà fait une production de 83,70%. C'est-à-dire, l'Iran a déjà produit 83,70% de l'uranium enrichi. Et pour fabriquer, pour avoir la capacité à obtenir la bombe atomique, il faut 90%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement qu'il reste à l'Iran. Il reste à l'Iran 6,30% pour atteindre, je dis bien pour atteindre la capacité d'acquérir l'arme nucléaire. Parce qu'il ne faut pas, ils vont sous-estimer l'Iran. L'Iran ne travaille pas seul. On dit, mais est-ce que l'Iran
Oui, l'Iran a déjà les vecteurs, c'est-à-dire les vecteurs, c'est-à-dire les missiles qui peuvent porter ces têtes nucléaires. Parce que l'Iran possède des missiles balistiques, hein, à des portées de 3000 km, à des portées de 2000 km. Donc, un missile qui peut aller à 3000 ou 2500 km est déjà un vecteur, quelque chose qui peut porter une tête nucléaire. Donc, l'Iran a déjà des lanceurs. S'il s'agit de lanceurs, l'Iran possède déjà des lanceurs. Maintenant, la technologie qui va permettre à l'Iran de lancer ses têtes nucléaires pour que ça puisse rentrer dans l'atmosphère et passer là-bas avant de redescendre. Ils sous-estiment l'Iran, mais l'Iran est un pays scientifique. L'Iran fait partie des 10 premiers pays qui possèdent les meilleurs scientifiques au monde. Vous pouvez taper sur vos trucs, allez-y vous renseigner. L'Iran fait partie des 10 meilleurs pays où il y a plus de scientifiques. Les mollahs, ils ne sont pas en retard de la manière dont les gens veulent le faire croire. Ils font partie des meilleurs scientifiques. Si tu emmènes ton enfant en Iran pour étudier là-bas, tiens, dans le domaine des sciences, il ne va pas se retourner bredouille chez toi. Il va obtenir quelque chose. Voilà, ils sont forts dans les sciences. Ce pays fabrique maintenant ses propres fusées pour envoyer ça dans l'espace. C'est un grand progrès. Quand vous prenez les pays européens, les pays qui peuvent fabriquer des fusées pour envoyer ça dans l'espace, on peut les compter des bouts du doigt. Et puis les Européens, ils ne font pas ça seuls. Quand ils font ça en groupe. Parce que chaque pays qui veut fabriquer sa fusée pour envoyer ça dans l'espace, il ne peut pas. Même la France seule ne peut pas. La France est obligée de faire une coopération avec l'Italie, l'Allemagne, pour fabriquer leurs fusées. Est-ce que vous comprenez? Les pays qui sont dotés de telles technologies, il n'y a que la Russie, les États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que la Chine, ainsi que Israël. Israël, il n'y a pas longtemps, qu'elle a eu cette technologie de fusée dans l'espace. Même quand Israël veut faire, les Américains aident les Israéliens dans ce domaine. Mais les Iraniens, ils font ça seuls. Les Français, ils ne font pas ça seuls. Quand ils font là, ils sont obligés de faire ça en coalition. Donc, les Iraniens, ils envoient fusées. Eux-mêmes, ils fabriquent leurs propres fusées, ils lancent. Ils ont même un lanceur de fusées. Même ça y est à leur taille. Est-ce que vous comprenez? Ils fabriquent leurs missiles balistiques. Ils fabriquent leurs propres voitures. Les Iraniens fabriquent des voitures. Ils fabriquent maintenant leurs propres avions. Ils fabriquent des drones. Donc, c'est un pays qui est très avancé technologiquement parlant. Les drones mal et tout ça, la France, on n'arrive même pas à fabriquer ça. Elle est obligée d'acheter ça auprès des trucs des Américains. Les Iraniens, eux, ils fabriquent déjà ça. Est-ce que vous comprenez? Les pays qui peuvent fabriquer des avions, on peut les compter sur le bout des doigts. Même Israël, n'arrive même pas à fabriquer avions de guerre. Tous les avions de guerre israéliens viennent des trucs des États-Unis. Ils sont toujours en coopération avec les Américains. Donc, ils n'arrivent pas à fabriquer leur propre avion de guerre. Voilà. L'Iran a déjà fabriqué pour lui, même si ce n'est pas des vrais avions performants, mais le fait de fabriquer déjà un avion, c'est déjà énorme. Quand vous prenez les pays européens, ceux qui fabriquent les avions, il n'y a que la France, l'Angleterre, l'Allemagne. En dehors de ça, l'Italie même n'arrive même pas à fabriquer avions. L'Espagne, non. La Pologne, jamais. Et donc, voilà. Les pays qui fabriquent leurs propres avions, il n'y a que l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Même l'Allemagne même ne fabrique pas ses propres avions. Le truc, ils fabriquent ça en groupe. Est-ce que vous comprenez? En groupe. Donc, il y a l'Amérique, la Russie, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Voici les pays qui ont la capacité de fabriquer leurs propres avions. Mais l'Iran est déjà dans le groupe. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que l'Iran, il ne faut pas, ils vont sous-estimer l'Iran. Que non. Est-ce que l'Iran a la capacité de fabriquer les vecteurs qui vont permettre
hein, à la bombe nucléaire d'aller dans l'atmosphère et tout. Oui, l'Iran peut. Parce qu'elle a déjà la technologie et elle ne travaille pas seule. Elle a des trucs, des amis nord-coréens qui viennent en Iran pour travailler et puis se retournent. Ils ont la technologie truc balistique nucléaire. Ah oui, il y a aussi des Russes, il y a des mercenaires qui maîtrisent cette technologie, qui peuvent aller donner coup de main à l'Iran et puis rentrer chez eux. Donc un pays qui fabrique ça, c'est un pays qui peut recruter les anciens scientifiques, les anciens physiciens. Eux, ils sont comme des mercenaires, ils viennent, ils travaillent. Ce que tu leur as demandé de faire, ils te donnent ça propre et puis ils se retournent. C'est des gens qui maîtrisent la technologie et puis ils sont là. Ils ont déjà fini de travailler dans leur pays. Eux, ils ont besoin maintenant d'assurer leur retraite. Donc, ils s'en vont sous forme de mercenariat à travers le monde. Là où ils ont besoin d'eux dans le domaine du truc du nucléaire. S'ils sont forts là-dedans, ils s'en vont parce que dans leur passé, peut-être ils ont travaillé dans le nucléaire. Ils ont travaillé sur les missiles balistiques. Ils ont déjà fabriqué ces genres de bombes. Donc, on les recrute et puis ils s'en vont. Ils donnent la technologie propre au pays qui leur a demandé. Eux, ils veulent leur argent. Tu leur donnes leur argent et puis vous êtes quitte. Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que l'Iran est déjà proche de la fabrication de la bombe atomique. Israël veut intervenir en Iran pour détruire les sites de production. Le problème, c'est que ce n'est pas si facile que ça. Israël seul ne peut pas faire le travail. Je dis bien Israël seul ne peut pas aller détruire l'Iran. L'Iran, non seulement c'est un grand pays, ce n'est pas un petit pays. L'Iran est peuplé que l'Ukraine. L'Iran a en son sein au moins 80 millions d'habitants. L'Iran est peuplé que la France. L'Iran est peuplé que Israël. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un pays vaste comme l'Iran. Pour pénétrer l'Iran, détruire les différents sites de production des armes nucléaires, ce ne sont pas des trucs des F-35 qui vont faire ce boulot. Parce que ces sites sont dans le sous-sol. C'est des bunkers de plusieurs mètres d'épaisseur. Ils sont là-bas. Donc, il faut des bombes qui puissent pénétrer des bétons ou des montagnes, rentrer en profondeur, 3 mètres de profondeur ou 4 mètres de profondeur, pour toucher ces sites. Et ces avions, ce ne sont pas les F-35 qui puissent porter ces bombes. Les F-35, ce sont des avions qui peuvent porter des missiles pour laguer ces missiles. Oui, ça va taper le dessus, ça va prendre feu, mais les sites même sont enterrés. Ça peut détruire certaines défenses anti-aériennes, mais ça ne peut pas détruire tous les sites. Et il y a des milliers de sites à travers l'Iran. Et un tel pays, on ne s'hasarde pas pour bombarder 3 sites et penser qu'on a gagné. Et d'ailleurs, l'Iran sera dans l'obligation de riposter dans l'immédiat. Elle ne va pas rester là, subir. Parce que pour détruire tout, il faut plusieurs jours d'opération. Ce n'est pas une seule nuit et puis tu réussis à bombarder tous les sites. Hein? Toutes les défenses aériennes, non. Israël ne peut pas seul. Elle peut pénétrer, elle peut frapper le territoire iranien avec des missiles à longue portée parce que son aviation ne peut pas arriver au-dessus de l'Iran. Il y a assez de défense anti-aérienne. Donc, Israël peut prendre ses F-35, rester en dehors des portées des systèmes de défense aériens iraniens pour frapper les différents sites, mais Israël ne peut pas tout frapper. Et quand ça va frapper et que ça va prendre feu, le peuple va s'énerver, les moulins seront dans l'obligation de répondre. Ils ne vont pas rester là, être couchés. Ils seront dans l'obligation de répondre pour prouver à leur population qu'ils ne peuvent pas laisser un État voisin ou lointain de venir les bombarder chez eux, perdre des concitoyens et ne pas agir. Donc, au nom de la population iranienne qui va crier donc les mollahs, les gardiens de la révolution ne vont pas rester là les bras croisés. Ils seront dans l'obligation de riposter. Et ils ont des missiles balistiques, ils ont des drones. Et
Les Palestiniens aussi qui, eux, ils guettent Israël parce qu'ils réclament leur terre, ils disent, ah, c'est notre terre. Non, les Palestiniens vont dire, ah, s'il y a confrontation entre l'Iran et Israël, nous, Palestiniens, on peut rentrer en jeu pour profiter et récupérer nos terres. Donc, du coup, c'est la sous-région qui va s'enflammer. C'est la sous-région qui va prendre feu. Parce que l'Iran n'est pas un petit bonceau. S'il y a déjà eu une guerre directe qui s'engage avec Israël et l'Iran, il n'aura plus de peur. Chacun va vouloir riposter. Le Hezbollah va aussi rentrer dans la danse. Les Palestiniens vont, hein, le Hamas et le djihad islamique vont rentrer en jeu. Et donc, du coup, Israël aura du mal à tenir le coup. Alors, s'il n'y a pas aide occidentale, ça va être très difficile pour Israël de s'en sortir. Même si elle a des trucs, elle a des armes, des avions et tout, mais à un moment donné, ces missiles vont s'épuiser. Ces missiles de l'aviation, ils ont beaucoup de missiles, mais à un moment donné, de la manière, la guerre va être une guerre de haute intensité pour être sur tous les fronts, sur le front libanais, le front palestinien, le front iranien. Il faut déployer un grand nombre d'avions pour mener des attaques. Et en ce moment, ce n'est plus une question de la Palestine, mais c'est-à-dire, c'est un adversaire colossal qui est capable de t'infliger des dégâts colossaux. Avec des missiles qui ont des vraies charges, des drones capables d'aller, de voler plus loin, à 4000, à 6000 km pour t'infliger des dégâts. Et donc, tu ne seras plus en liberté quelque part. Donc, l'Israël sera dans l'obligation de réclamer l'aide occidentale. Or, l'Occident est sur un front, en Ukraine. Donc, l'Occident ne peut pas jouer sur deux fronts. Déjà, le front ukrainien a déjà fait épuiser les stocks des différentes armes occidentales. L'Occident a un problème, il crie, il ne sait pas quoi faire. Et si Israël le provoque là-bas, soit l'Occident fera un choix. Les Occidentaux et les Américains seront dans l'obligation d'abandonner l'Ukraine pour aller défendre Israël face à l'Iran. Et si l'Ukraine est abandonnée et que Washington court pour aller au secours d'Israël, ce qui veut dire que la Russie va conquérir toute l'Ukraine. Parce que sans l'aide des Occidentaux, l'Ukraine tombe en 10 jours. L'armée ukrainienne va s'effondrer en 10 jours. Ce qui provoquera l'inacceptable chez les Européens. Ils vont dire, mais aux yeux du monde entier, on s'était engagé et on a dit que la Russie ne pouvait jamais l'emporter. Mais dans quel coup la Russie envahit toute l'Ukraine et la Russie va devenir encore puissante? Parce qu'une Ukraine qui rentre au sein de la Russie, plus la Biélorussie, mais l'OTAN n'est plus rien face à cette Russie. La Russie ne va même plus reculer face à l'OTAN. La Russie ne va... Déjà, l'Ukraine, toute l'Ukraine n'est même pas encore entrée au sein de la Russie. Mais la Russie n'a pas peur de l'OTAN. L'OTAN aussi. Donc, les deux côtés. Imaginons une Ukraine qui rentre au sein de la Russie et puis Biélorussie qui... Vous comprenez que l'OTAN, ça ne va plus faire du tout peur. Ce sont les Polonais qui vont commencer à faire des clôtures pour se barricader. Pas peur de voir des chars russes marcher sur le territoire. Parce que si cela arrivait, les Américains n'allaient même pas intervenir. Si jamais un pays membre de l'OTAN provoquait la Russie et que l'Ukraine fait partie de la Russie, la Biélorussie fait partie de la Russie, les Américains allaient refuser même de participer à quoi que ce soit. Ils vont dire non, on va trouver un compromis. Ils n'allaient jamais intervenir directement. Ils allaient envoyer des armes en cachette, mais eux-mêmes débarquer sur le champ de bataille pour dire non, ils n'allaient pas faire ça. Ce jour-là, ils allont rompre cette histoire d'alliance. Ils vont dire oui, on est alliés, mais c'est vous qui avez provoqué, nous, on ne peut pas intervenir, on peut vous aider. Comme vous êtes nos alliés, on va vous aider. Donc voilà un peu, donc la situation est délicate. L'Europe fait quel choix? Soit l'Europe continue de soutenir l'Ukraine et l'Iran fabrique sa bombe atomique, calmement. D'ici, ils vont ouvrir leurs yeux. D'ici un an, l'Iran est déjà doté de la capacité nucléaire. Et
c'est impossible maintenant de les désarmer. Ou soit, ils trouvent un compromis le plus tôt possible avec la Russie pour que la Russie arrête son offensive sur l'Ukraine et l'Europe se tourne vers Israël pour essayer d'empêcher l'Iran d'acquérir cette capacité nucléaire. La balle est dans le camp européen. Sur ce, on se laisse. Oui, l'Iran va recevoir des avions, des nouveaux avions russes, ce mois-ci ou bien le mois prochain. Donc, ce qui va renforcer la capacité militaire iranienne. L'Iran a déjà tout. L'Iran a déjà tout. Elle a tout ce qui est missiles, balistiques et tout. Elle a déjà des drones. La Russie va livrer à l'Iran des systèmes de défense pour renforcer les systèmes de défense iraniens et des avions pour permettre à l'Iran de frapper très loin. C'est tout. Si l'Iran a ces deux capacités, c'est fini pour truc. Aucun pays ne va encore faire le malin sur l'Iran. L'Iran fabrique ses propres systèmes de défense, mais la Russie a des meilleurs systèmes de défense. Donc, elle va donner les S-400 aux Iraniens. Les S-400, ce n'est pas pour lutter contre les drones. C'est pour lutter contre les avions ennemis qui sont soi-disant les avions furtifs, les F-35, les F-22 et les bombardiers à long rayon d'action pour ne pas que ces engins-là violent l'espace aérien iranien pour venir laguer des bombes sur des sites stratégiques. Donc, avoir des S-400 et les S-300 sur son sol, ça garantit cela. Ça veut dire que ça va empêcher les F-35 et les bombardiers B-52, B-51 de violer l'espace aérien iranien. Donc, du coup, les Américains ne pourront plus pénétrer l'espace, mais s'ils doivent bombarder, ils vont rester très loin pour laguer des missiles. Et ces missiles-là ne pourront pas atteindre leurs objectifs parce que pour détruire des sites nucléaires de fabrication d'armes nucléaires qui sont dans le sous-sol, il faut des bombardiers qui vont laguer des bombes, des grosses bombes qui pèsent des tonnes pour que ces bombes pénètrent les bétons armés pour aller détruire les trucs. Mais tant que l'aviation, les bombardiers n'ont pas accès au-dessus de l'espace aérien du pays, mais les sites ne seront jamais atteints. Et ils ne peuvent pas bombarder des sites nucléaires, c'est-à-dire où on produit l'électricité, en disant que non, non. S'ils le font, le monde entier saura que non, c'est une catastrophe nucléaire qui va se produire. Et donc, du coup, c'est comme si tu laguais une bombe nucléaire sur un pays. C'est comme en Ukraine, Zaporizhzhia, c'est un site nucléaire, mais c'est un site nucléaire civil. On ne peut pas viser ça. S'ils visent, ça veut dire que ça va contaminer la population. L'explosion va contaminer la population. Donc, si eux, ils veulent intervenir en Iran, ce ne sont pas ces gens de sites qui vont bombarder. Parce que s'ils s'apprennent à ces gens de sites, le monde entier saura que non, ils ne sont pas là à désarmer l'Iran, mais ils sont là à s'apprendre au truc civil. Mais l'Iran aura aussi la capacité de mener des frappes sur Israël en visant aussi des sites nucléaires civils. Et ce que l'Europe ne peut pas accepter, c'est que les États-Unis ne vont pas accepter. Et donc, comme ils savent que l'Iran a la capacité de frapper ces gens de trucs, eux, ils ne vont pas faire cette erreur. Donc, voici un peu. Non, la Russie ne va pas. La Russie aussi va vouloir faire payer ça aux Européens. De la manière les Européens ont aidé, sont là aider les Ukrainiens. Si jamais, parce que l'Europe doit maintenant faire très attention. Partout où l'Europe va vouloir intervenir dans un pays pour mener la guerre, la Russie et la Chine vont aider ce pays, armer ce pays jusqu'aux dents. Même, ils ne vont même pas céder aux menaces occidentales. Et les Occidentaux seront devant un dilemme. Ce qu'ils sont en train de faire, ça va les rattraper demain. C'est-à-dire, c'est ce qui va les empêcher maintenant d'attaquer des pays. Parce que s'ils s'apprennent à un pays, la Russie va demander même à ce pays que non, elle veut prêter ses services à ce pays. Elle va donner toutes sortes d'armes à ce pays pour réussir à battre non seulement les avions,
Mais elle peut fournir même des renseignements à ce pays pour frapper des soldats des pays occidentaux. Et donc l'Occident s'est piégé dans ce qui se passe. Ce n'est pas la fin du monde. Le conflit va prendre fin demain. Quand je dis demain, ça veut dire un jour viendra, ça prendra fin. Mais le jour où l'Occident s'attardera à attaquer un pays, la Russie ira aider ce pays. De la manière, ils ont fait mordre la poussière et la boue aux Américains, hein, au sein du Vietnam. C'est ce qui va arriver. Donc les Américains, ils sont conscients. C'est-à-dire si les Américains devraient un jour intervenir en Syrie pour dire Bachar al-Assad, la Russie ne va pas hésiter à donner toutes les armes à Bachar al-Assad de frapper les Américains. De frapper les bases sans hésitation. Si les Américains devraient s'hasarder à aller attaquer l'Iran, la Russie n'allait même pas hésiter à donner toutes les armes qu'il faut aux Iraniens pour frapper les Américains. Et donc les Américains, suite à ça, ils vont faire très attention. Ils ne vont plus attaquer les pays comme ça parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Eux et puis les Européens, ils savent que demain, là, ils vont payer ça. Donc, avant d'attaquer un pays, ils vont crier, ils vont sanctionner, mais intervenir militairement pour dire qu'ils vont enlever le président ou détruire le pays, ils vont faire très attention. Avant que cela n'arrive, il faudrait qu'ils soient réellement en bon terme avec les Russes, en bon terme avec les Chinois. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils trouvent un compromis ou bien des accords secrets pour dire plus jamais cela ne va plus arriver. Si jamais vous attaquez un pays, on ne va plus jamais se mêler là-dedans. Si nous on attaque un pays, ne vous mêlez pas là-dedans. Il faudrait qu'ils signent un tel accord dans le secret. C'est suite à ça qu'ils pourront faire ces bêtises. Mais tant qu'il n'y a pas un tel accord qui existe et qu'ils s'en vont s'apprendre un pays, la Russie va apporter son aide à ce pays. Il faudrait que ça soit clair. Non, 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 non. Ces drones qui ont attaqué la Crimée, ils n'ont pas atteint leur objectif. En fait, c'est hier. C'était hier, l'Ukraine a lancé au moins plus de 10 drones sur la Crimée. L'objectif, c'était d'atteindre des objectifs militaires et tout, et pousser la population de la Crimée à fuir la zone. Il y a un avion de renseignement AWAC français qui a participé aux opérations. Et il y a aussi un avion américain qui sillonnait dans l'espace aérien roumain au-dessus de la Crimée et tout, qui dirigeait les drones. Mais il y a 6 drones qui ont été abattus par les systèmes de défense aériens et les 4 autres drones ont été désactivés par le système de guerre électronique. Donc les drones n'ont pas atteint leur objectif. D'autres ont été désactivés. Ils sont tombés seuls, sans toucher des trucs de sites militaires. Et d'autres ont été abattus. Voilà. Donc l'attaque a été repoussée. On appelle ça une attaque repoussée. Vous savez, les Russes ont renforcé la défense au sein de la Crimée. Voilà, ils ont renforcé les systèmes de défense et tout. Ils ont changé. Auparavant, c'était un autre logiciel qui était là-dedans. Et donc, il y avait des failles, mais ils ont changé de logiciel. Et donc, les logiciels qu'ils ont mis dans le système de défense permettent de réagir automatiquement et rapidement afin d'éviter toute surprise. Même aussi, celui qui est devant les systèmes de défense, il dort, il met ça sur mode automatique. Et donc, même si tu as sommeil, le système fonctionne seul automatiquement. Dès lors qu'il répète quelque chose, voilà, il signale. Même si tu es dans ton sommeil, tu vas le savoir. Il peut tirer seul. Donc, il met ça sur mode automatique et rapide. Or, Loukachenko, lui, il allait signer ses partenariats avec la Chine. Voilà. Il cherche des trucs, d'autres débouchés, puisqu'il ne fait plus de business avec l'Europe. Donc, c'est un président, son pays est indépendant. Il allait chercher des, trucs, des partenariats avec la Chine et tout. Voilà. Et en même temps, parler de, trucs, de la route de la soie et qu'est-ce qu'ils doivent mettre sur pied pour le monde de demain, le monde truc multipolaire et tout. Voilà un peu. Donc, il n'y a rien d'autre.
Il se fait temps, hein. Je vais aller me coucher maintenant. Non, les Russes ils avaient déjà donné des S-300 aux Iraniens, hein. Ils avaient déjà livré les S-300 aux Iraniens. Les Iraniens ont des S-300 russes, les Grecs aussi ont des S-300 russes. Mais le S-400, c'est à la Turquie, la Russie a donné. Mais la Russie aussi veut donner le S-400 aux Iraniens. Sinon, elle avait déjà vendu le S-300 aux Iraniens. Donc les Iraniens, même déjà, les systèmes qui surveillent les sites stratégiques iraniens sont des systèmes S-300 en fait, vendus par la Russie aux Iraniens. Ce sont ces systèmes qui surveillent les sites, les sites stratégiques. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Où l'Iran fabrique son uranium, les systèmes de défense qui surveillent là-bas, ce sont les systèmes S-300. Maintenant, l'Iran a copié le S-300 russe et a fabriqué sa part. Voilà. On appelle ça Kordak, voilà. Mais ce sont des dérivés du S-300. De la manière, les Chinois aussi ont copié le S-300 russe et ont fabriqué aussi leur S-300. Ils ont copié le S-400 russe et ils ont fabriqué pour eux. Mais cela n'a pas empêché la Chine de payer aussi le S-400. La Chine a payé aussi le S-400. Pourtant, ils ont fabriqué pour eux, mais ils ont payé pour la Russie. L'Inde aussi a payé des S-400 russes. Donc voilà, la Chine paye des armes dans la main de la Russie et tout. C'est vice-versa. La Russie, par contre, elle ne paye pas des armes chez les Chinois. Les Chinois livrent des pièces qui permettent aux Russes de fabriquer des armes. Voilà. Mais la Russie ne va pas en Chine pour acheter des armes. Non, non. Ce sont les Chinois qui viennent en Russie pour acheter des armes. Sur le plan technologie militaire, la Russie est encore en avance sur la Chine. Et les gens le savent. Mais leur rapprochement fait que ils s'échangent de technologie en question. Non, 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 non. Les journalistes qui font la propagande, c'est l'avion A-50 russe qui est un avion radar volant qui est comme le Hawk américain, c'est-à-dire un avion radar qui vole, qui repère les cibles. C'était en Biélorussie, ils ont dit ils ont détruit, mais l'avion a décollé aujourd'hui. Aujourd'hui, nuit, ils ont montré ça, que ça n'a pas été touché. C'était de la propagande ukrainienne. L'avion est en bon état. Et là où je vous parle, l'avion a décollé, les Russes ont frappé, ils ont bombardé. Cette nuit, il y a eu des pluies de missiles qui se sont abattus sur l'Ukraine. Si les journalistes ne vous le disent pas, je vous le confirme, hein, il y a des pluies de missiles qui se sont abattus sur l'Ukraine en ce moment où je vous parle, et l'avion a décollé, a donné truc, et ce sont des bombardiers. Cette fois-ci, ce sont des bombardiers qui ont agi, voilà, qui portent des gros missiles, des trucs, une tonne, qui ont décollé. Ça, ce ne sont pas des petits avions et tout. Ce sont des bombardiers qui ont décollé cette fois-ci. Et l'avion qui prétendait avoir détruit, cet avion a décollé, a donné des informations. Et les bombardiers ont frappé aujourd'hui cette nuit. Donc ne vous inquiétez pas, c'est de la propagande. Il n'y a aucun avion qui a été endommagé. Ils vous ont montré l'avion en question. Donc voilà un peu, ne vous inquiétez pas. Non, le chat léopard, je ne peux pas confirmer que ça a été capturé, non. Je pense que peut-être c'est une désinformation. Je n'ai pas encore vu de chat léopard qui a été capturé. Je vois ça, mais je ne peux pas confirmer ça. Parce que je pense que c'est une désinformation ou une propagande. Ne gobez pas tout ce que vous voyez comme information. Non, aucun avion n'a été détruit. C'est du n'importe quoi. Aucun avion n'a été détruit.
Bon, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous. On est ensemble. Ciao.